Wow, House of the Dragon, épisode 4, saison 2. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Merci. Merci HBO, merci Max, merci je sais pas qui, mais merci à la personne qui a fait que cet épisode est arrivé dans ma vie. En plus, ça a été super chaud parce que j'étais à l'étranger, donc j'ai pas pu voir l'épisode avant mardi soir ou plutôt mercredi matin. Là, on est mercredi, fin de journée. Je tourne la vidéo. J'espère pouvoir la monter en 2 spi. Vous m'excuserez si le montage il est pas de ouf parce que je veux pouvoir sortir la vidéo juste avant de repartir parce que je me recasse. C'est l'été, donc forcément, on va essayer de profiter du soleil autre part parce qu'à Paris, il y est pas. Parlons de ce 4e épisode de House of the Dragon, c'était absolument fou. Vous m'excuserez, hein, je suis ultra fatigué, donc potentiellement j'ai une tronche d'ultra fatigué. Mais on va quand même tenter de parler de cet épisode. Déjà, on arrive sur un premier truc, c'est que Aegon, il a vraiment un destin triste. Hein. Ah, le boug, il souffre. Depuis qu'il est devenu roi, sa vie, c'est naze. Et d'ailleurs, je me demande à quel point ça doit être stylé, il doit y avoir de vrais avantages d'être roi. Parce que sinon, tout le monde te déteste, tout le monde veut essayer de prendre ta place, tu peux faire confiance à personne. Ça doit pas être si fun d'être roi. C'est comme le fait d'être président. Je suis sûr qu'il doit y avoir des avantages de ouf qu'on connaît pas. Parce que sinon, pourquoi tu voudrais être président quand tu sais que concrètement, on te fait caca sur la tête? Et t'as des gens qui veulent redevenir président. Tu vois, à chaque fois, quand t'as un président qui rentre en fonction et quand il repart, t'as l'impression qu'il a pris 50 ans alors qu'il a fait 4 ans de mandat. Et ben, il y a des gens qui quand même se représentent. Il doit y avoir des avantages qu'on connaît pas. Des trucs de fous furieux, genre des places à Disneyland Paris gratuits, des trucs comme ça. Je t'ai dit, je suis fatigué. Hein. Donc là, les vannes... Du coup, Aegon, on constate dans cet épisode qu'il perd totalement la confiance de son équipe. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est qu'il n'y a plus vraiment de Team Black et de Team Green. Il y a juste Team... on verra qui termine sur le trône. Parce que rien que dans la Team Black, tout le monde veut plus ou moins mettre Rhaenyra de côté. Et dans la Team Green, Aegon, on veut le mettre aussi de côté. Je réalise que je ne me suis pas présenté pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Terry, LTAM. LTM, ça veut dire Let's Talk About Movies. Parlons de films, et en l'occurrence, parlons de séries, parlons de House of the Dragon, épisode 4 de la saison 2. Ok, donc qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ouais, donc Aegon est concrètement en train de perdre le contrôle de sa cour. Son conseil ne le conseille pas vraiment. Et même quand il parle avec sa mère... il y a un moment où il m'a vraiment fait de la peine et à la fin de l'épisode, il m'en en fait encore plus. Mais on viendra un petit peu à ça dans quelques instants. D'abord, j'aimerais parler du véritable roi, à savoir Aemond. C'est lui qui contrôle la guerre, c'est lui qui contrôle le conseil maintenant et on l'écoute lui. Et même le passage où il est en train de parler avec son frère et il lui parle en lingala, je sais même pas c'est quoi la langue qu'il parle. En targaryen quoi. Vous me le mettrez dans les commentaires s'il vous plaît? Merci, c'est gentil. Je suis sûr que tu me reposes la question demain avec plus de 3 heures de sommeil. Ouais, je te réponds. Là, tout de suite, là, c'est du lingala. On a bien vu dans l'épisode précédent que Aemond et Aegon, ils sont relativement fâchés, surtout que Aemond a été humilié avec le passage de la prostituée. Donc là, concrètement, Aemond, il a envie de montrer que, ouais, il est en place. Sauf que quand on y pense, en réalité, c'est pas juste le passage où Aegon humilie légèrement Aemond avec la prostituée qui fait la vraie différence. Parce qu'on voyait déjà que Criston Cole et Aemond étaient déjà en train de discuter depuis 2 épisodes. Donc je vois qu'il y a des gens qui disent oui, bah forcément c'est une réponse au fait qu'il lui ait fait ça. Non, Aemond ça fait un moment qu'il veut le trône, en réalité. Aemond c'est un gars qui a besoin de love, il a besoin d'un câlin le boug. Mais il a besoin de beaucoup de câlins parce que là ça y est, là, il a passé un cap. Mais encore une fois, ça on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ce qui est ouf dans cet épisode, c'est qu'à un moment j'ai commencé à avoir un petit peu de compassion pour Alicent. Le moment où Alicent elle prend le lait de truc là pour justement son contraceptif, et qu'ensuite elle a une conversation avec Larys ou même la conversation avec le grand maître, où on voit que elle réalise un petit peu la dinguerie qu'elle a faite et elle se dit en même temps de toutes les façons c'est trop tard, je peux rien y faire. Elle a raison là-dessus, mais ça montre une dimension chez elle que j'ai beaucoup aimée, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à Aegon, qui est un petit enfant en train de dire maman qu'est-ce que je peux faire, genre en plus il lui dit mother, genre vraiment c'est en mode maman quoi, maman aide-moi, je sais pas quoi faire, je perds pied, etc. Et elle le lâche alors que mais c'est ton fils. Ton fils qui vient de perdre un enfant qui a été tué chez lui, ton fils qui se retrouve catapulté sur le trône, mais tu savais très bien qu'il n'avait pas les épaules pour, ni l'éducation pour, parce que quand tu prépares quelqu'un à devenir roi, tu le prépares véritablement. C'était Rhaenyra qui avait été préparée à devenir reine. Rhaenyra, elle a été entraînée à gérer un petit peu des égos, à aussi cacher le sien, parce que forcément, elle est dans une situation où, en tant que femme, elle a dû apprendre aussi à savoir manœuvrer avec les hommes. Et donc, Aegon, lui, se retrouve là, jeté un petit peu dans la fauve au lieu
lion comme s'il allait pouvoir gérer alors qu'il ne peut pas gérer. Et c'est après que Alicent lui dit « Ouais, en fait, je veux que tu fasses rien ». C'est concrètement lui dire « Fais une connerie ». Ce qu'il va finir par faire à la fin de cet épisode. Donc tu vois, Alicent, c'est fou comme au début de l'épisode, je l'aime bien. Et ensuite, je l'aime repas. Et globalement, tu te dis « Bah en fait, non, je l'aime pas cette femme ». J'essaye, hein, je te jure, j'essaye de lui donner un petit peu plus de crédit parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait fait une vidéo, Diane, elle a dit si tu n'aimes pas Alicent mais que tu aimes bien Damon, t'es misogyne. Et du coup, c'est vrai que Damon, je vais venir sur Damon un peu plus tard. Je peux pas dire que j'aime bien Damon, je trouve qu'il est complètement fucked up. Mais Alicent, je l'aime vraiment pas, elle m'énerve à chaque fois. Et du coup, je me dis, attends, Terry, essaie de lui trouver quand même des éléments positifs. Elle est peut-être pas si mal que ça. Elle est peut-être pas si mal, mais elle me saoule quand même. Elle fait des choix qui à chaque fois me déçoivent et je vais pas refaire la même vidéo à chaque fois, mais globalement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. S'il y a des personnes qui ont vraiment de vrais arguments, arrêtez de me dire, oui, elle a été manipulée depuis l'enfance. En effet, d'accord. Ils ont tous eu une enfance difficile. Tous. D'accord. Il n'y en a pas un seul là qui peut dire que son enfance était tranquille, pilou. Non, à la limite, même Rhaenyra, on ne peut pas dire que son enfance était facile. Donc, globalement, tout le monde a été traumatisé, chacun son niveau de traumatisme. Et elle, derrière, Alicent, elle a ce truc, cette capacité à se cacher derrière ses responsabilités. Et elle ne se cache même plus dans cet épisode d'ailleurs. Elle est juste là, elle lâche finalement. Elle lâche les rênes, elle abandonne et dit « Ok, de toute façon, vous allez tous crever, faites votre bail ». Et je me demande du coup comment ça va se passer quand elle va apprendre un petit peu ce qui est arrivé à son fils et surtout qui lui a fait ça. Mais encore une fois, un peu plus tard dans la vidéo. Mais je trouve ça quand même assez marrant parce que dans cet univers, que ce soit Game of Thrones ou House of the Dragon, il y a des personnages qu'on arrive à nous faire détester et quelques épisodes plus tard, on arrive à les apprécier. Kristen Cole, je l'aimais bien au début, je le déteste maintenant et potentiellement, ça se trouve, je vais l'aimer un petit peu plus tard. Alicent, je l'aimais pas trop au début, je l'aime pas du tout maintenant et peut-être au fur et à mesure que je vais finalement commencer à un peu plus l'apprécier, à un peu plus comprendre ses choix. Je n'aimais pas Larys et là, je commence à voir un petit peu là où il va, même s'il se fait quand même vachement discret, mais j'en parlerai aussi un petit peu plus tard. Globalement, tous les personnages de ces univers, tu peux au début les apprécier pour finalement les détester en fonction de leur allégeance, en fonction des choix qu'ils vont faire, si tu es en accord avec eux ou pas. Et donc, tu t'interroges aussi sur moi, comment je serais si j'étais dans cet univers, comment finalement mes alliances, elles se feraient en fonction de quoi? Est-ce que je serais fidèle à une couronne? Mais la couronne, est-ce que tu es fidèle? Quel choix tu aurais fait en réalité quand tu te retrouves dans la situation, quand tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants? Est-ce que tu aurais suivi le roi Aegon ou la reine Rhaenyra? C'est compliqué hein, finalement de vraiment choisir un camp de manière objective en essayant d'imaginer comment tu serais si tu n'avais pas toutes les informations que tu as. Peut-être que c'est la fatigue qui fait que je vais aussi loin dans ma réflexion. Je ne sais même pas si je vais vraiment loin dans ma réflexion. Frère, calme-toi, tu regardes une série, détends-toi. Mais et tu vois, ça me fait penser un petit peu comme un Jaime Lannister. Jaime Lannister qu'on déteste dès le premier épisode et que après, tu finis par apprécier. Et son dernier épisode, j'étais ultra triste de le voir mourir. Quand Jaime se fait rakaka comme ça là avec Cersei, j'étais vraiment triste. J'étais même triste pour Cersei. Le moment où elle réalise qu'elle va mourir, j'étais même pas en mode chais. Tu sais, celui pour qui j'étais chais, c'était Walder Frey. Walder Frey, lui, j'étais content quand il meurt. Lui, là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Mais par contre, même Cersei, franchement, ça m'a fait de la peine, surtout de la voir dans sa désolation, dans sa tristesse, dans sa peur, en train de se dire non, pas comme ça. Oh, ça m'a fait un truc. Et puis de voir Jaime qui sait qu'ils vont mourir, mais il tente malgré tout de la protéger, alors que le gars, il a souffert, il a été oxy de tous les côtés. Et finalement, il est là quand même pour être le rempart. Il est là pour être le roc. Face à l'adversité et en l'occurrence face à l'éboulement causé par un dragon. Comme je disais tout à l'heure, Larys est étrangement calme. Larys, c'est vraiment une forme de petit serpent qui se balade un petit peu dans la cour royale. J'aimerais savoir un petit peu quels sont ses véritables objectifs parce que ça m'a pas l'air très clair. Ça m'a pas l'air très clair. Au début, tu sentais qu'il avait envie d'avoir une place dans la cour. Il l'a obtenue. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Quel sera le prochain step? Il veut pas devenir roi. Il peut pas imaginer devenir roi. Bon, peut-être que pourquoi pas. Mais non, je l'imagine pas vouloir être roi. Peut-être qu'il voudrait un château, mais il en a déjà un qui est en ruine. Donc, je me demande quel est son intérêt aujourd'hui. Et je pense qu'on le découvrira dans pas trop longtemps. Un personnage comme lui ne peut pas rester calme si longtemps. Larys Strong, je pense qu'il y a un moment, il va nous montrer une nouvelle carte dans son jeu. On arrive un petit peu plus tard aux retrouvailles avec Rhaenyra qui commence un petit peu à expliquer son fils sur la prophétie. C'est cool, c'est très stylé. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que j'avais dit que j'avais besoin de voir un petit peu plus Corlys. Et ben voilà, on nous le montre dans une scène pleine de charisme où il arrive, wow, wow, wow. Commencez pas à parler à ma femme n'importe comment en fait. Bien que, Rhaenys, ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour elle là. Oui, c'est un peu technique. Même si elle nous a offert une fin
toute façon, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La scène de fin de ce 4e épisode, waouh, waouh, c'était fort. Une scène de bataille comme on l'attendait, hein, ce qu'on voulait. On savait que l'épisode serait une danse de dragons. On a eu droit à cette danse de dragons. On en a perdu 2 dans le process. On en a perdu 2 et ça m'a fait... C'était ultra émouvant. C'était ultra émouvant parce que tu vois la connexion des Targaryens avec leurs dragons. C'est quelque chose qu'on voyait assez peu. C'est au-delà de la monture. C'est au-delà de la monture, c'est un compagnon, c'est un vrai compagnon de vie. Non, parce que c'est quand même grand pour vivre avec. Mais un peu, on voit la relation que Daenerys avait avec ses 3 dragons. C'était ses enfants. Et ben là, c'est peut-être pas leurs enfants, mais en tout cas, c'est... comme un véritable membre de leur famille. Et ça, je trouve que c'était ultra bien illustré, en particulier le dernier regard entre le dragon de Rhaenys et elle. C'est magnifique. Bien que on s'attend un petit peu au moment où le Vhagar, là, le gros dragon, il finit par choper celui de Rhaenys. Parce que ce passage, on le connaît. C'est de la même manière que on a vu la mort de notre petit Luc. Je dois dire que si je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, hein, le moment où elle dit voilà, on retourne à la guerre, ma grande et tout, là tu te dis ok, bon, c'est terminé pour elle, elle va tomber, et il va y avoir un bail. Quand tu vois qu'il y a Vhagar dans le coin, tu sais comment ça va se passer. Le moment où elle passe au-dessus du château, tu sais qu'il va arriver en dessous, tu le sais. Tu le vois venir. Le moment où Vhagar il est en train d'arriver et que Aemond balance un Dracarys sur son frère, je savais qu'il allait faire un truc qui allait potentiellement causer une chute ou quoi, mais qui crame son ref alors que tout le monde le voit, tout le monde a les yeux rivés sur le ciel, tout le monde voit qu'il a sciemment cramé son ref. Wesh! Et du coup, je me demande un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il peut être brûlé parce que c'est censé être un Targaryen, donc est-ce qu'il n'y a pas encore trop d'éléments de magie, je trouve, dans House of the Dragon, bien qu'on commence à voir les prémices de la sorcellerie avec Daemon qui perd la tête, soit il perd la tête, soit il y a en effet une connexion psychique, spiritualo-sorcieresque qui est en train de se faire. Je ne sais pas trop où ils vont aller, mais Daemon, ouais, non, là, il est dans le dur, le poteau. Je me demande aussi, du coup, qu'est-ce que ça va donner avec cette sorcière? Est-ce que ça va devenir sa meuf? Est-ce qu'ils vont avoir un enfant? Qui serait cet enfant? Est-ce que ce serait une fille? Est-ce qu'elle serait rousse? J'en sais rien. Bref, tu vois là où je veux en venir. Je vais beaucoup trop loin en termes de temporalité, ça peut pas le faire, mais hey, on est en train de parler de sorcellerie. Il peut se passer plein de choses. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu vois, je compare souvent Aemond et Daemon. Certainement parce qu'ils ont certaines aptitudes au combat, ils ont une forme de prise de distance par rapport aux autres, et il y a exactement les mêmes lettres dans leur prénom. Il y a un bail. Mais je n'imagine pas que Daemon aurait pu cramer Viserys. Tu vois, ça c'est le step que je suis pas sûr que Daemon aurait pu faire. Tu le vois quand il l'aide à remettre sa couronne quand il trébuche. Tu le vois quand il est en train de parler. À un moment, je crois que c'était avec Corlys qu'il était en train de parler et que quand Corlys était en train de parler un petit peu mal, il dit c'est mon frère. Moi, je peux mal parler de lui, pas toi. Ça montrait quand même la loyauté qu'il avait envers son frère et au-delà de la loyauté, son amour pour son frère. Il ne l'aurait pas tué. Là, il a cramé son ref il est tombé comme ça, là. J'ai dit, wow. Ouais. Excusez-moi, bonjour, salut, ça va? Salut. J'ai oublié de prendre des batteries. C'est important de prendre des batteries. Tu me casses? Tu te casses? Eh ben, à bientôt. Mais tu vois, typiquement, ça c'est le truc que voilà, je ne pensais pas qu'il aurait été capable de le faire. Je me suis dit qu'il aurait pu hésiter. Qu'il aurait pu faire un... Vas-y, c'est bon, non, t'inquiète, allez, vas-y, on va aller le sauver. Non, il a, sans scrupule, sans remords, boum, boum. Et puis après, il descend, Criston Cole arrive, et là, je me demande comment ça va se passer avec Criston Cole. Criston, même, on peut penser ce qu'on veut de lui, il reste loyal. Donc là, le fait qu'il voit que le roi est tombé, le roi est peut-être mort, peut-être pas. À votre avis, est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas? Ceux qui ont lu les livres, s'il vous plaît, ne nous spoilez pas. On est vraiment là dans le kiff de s'interroger sur est-ce que le boug est mort? Ou est-ce qu'il est cramé, défiguré? Sauf que si c'est un vrai Targaryen, théoriquement, il n'est pas censé être brûlé par le feu. Est-ce qu'il est handicapé? Parce qu'une chute pareille, ça doit forcément laisser un petit peu de dégâts, de dommages. Donc je m'interroge vraiment sur l'état de santé de Aegon et le fait que Aemon y soit arrivé, qu'il avait son épée dégainée. Qu'est-ce qu'il comptait faire? Il comptait achever son frère. Non, parce que c'est une chose de vas-y, c'est ton dragon, tu dis Dracarys, allez, d'accord. Il tombe, ah, t'as pas survécu, tant pis pour toi. Mais par contre, quand tu viens avec ton épée, c'était pour faire quoi? Tu la ranges dans son fourreau au moment où tu vois Criston, donc ça veut dire que tu comptais faire un bail sombre. Ça fait un moment qu'il parle avec Criston, donc ça fait un moment qu'il est là en train d'essayer de faire des stratégies, des trucs, donc ça fait un moment que potentiellement le boug, il veut être roi. Mais pourquoi faire? Je comprends pas. Je suis assez surpris. Quand je te dis qu'il a besoin d'un câlin, il a besoin de beaucoup de câlins. Mais qui a envie de lui faire un câlin si tu sais que potentiellement le boug peut te cramer avec
sa montagne de dragons. Du coup, globalement, voilà, une fin de dingue pour cet épisode 4. Et je pense qu'en fait, l'épisode était bien, mais pas juste pour la fin. En effet, un super cliffhanger et tout, c'est très très cool de terminer avec un épisode comme ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est la construction de l'épisode. Tous les éléments importants qui nous ont été un petit peu filés, donnés. J'ai aussi l'impression que l'épisode 3 et l'épisode 4, c'est un petit peu des épisodes jumeaux. Comme si l'un répondait à l'autre. Que tout ce qui a été posé dans l'épisode 3 trouvait une forme d'acheminement jusqu'à l'épisode 4 pour qu'on arrive à une période de transition pure et dure, à savoir un potentiellement nouveau règne ou en tout cas un nouveau step dans la guerre. 2 dragons sont morts, potentiellement le roi est décédé, la princesse est plus là. Donc ouais, c'est technique ce qui vient de se passer dans ce nouvel épisode qui va nous mettre un petit peu les bases pour la suite de cette 2e saison de House of the Dragon. Je me demande comment Rhaenyra va prendre la nouvelle, comment Corlys va apprendre aussi la mort de sa femme. Il y a plein d'arcs narratifs qui ont été lancés dans cet épisode, je me demande jusqu'où ça va aller, que ce soit autour de Corlys et peut-être de sa famille, et même aussi un petit peu ce qui va se passer au niveau de la cour à partir de maintenant. Otto Hightower, comment va-t-il réagir face à la mort du roi? Qui va être sur le trône? Mais c'était un bel épisode, très sympa, bien rythmé, avec une fin explosive. On voit bien en effet ce que représentent les dragons dans un conflit. Ils représentent la mort. Voilà. La mort et la désolation. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, on arrive à la fin. Si vous avez des théories, des trucs que vous avez envie d'ajouter par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires. C'est toujours un kiff de faire ces vidéos. Malgré la fatigue, ça me fait toujours kiffer. Je vais tenter de faire un montage rapide pour pouvoir sortir ça. Vous savez comment ça fonctionne. Je sors le format long ici sur YouTube et je sors du coup des petits extraits directement disponibles sur TikTok et Instagram. Bref, c'était Terry LTM. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films, de bonnes séries, joue à de bons jeux vidéo et repose-toi. C'est moi que je dis ça. Le sommeil, c'est bien.